Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, même pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023 et il est de nouveau interdit de consommer l'eau sur la commune de Sainte-Rose. L'Agence régionale de santé fait état d'une non-conformité physico-chimique mesurée sur les unités de distribution de Sainte-Rose-Léotard et Bellevue. Le retour à la normale est indéterminé. Et à l'heure où le MEDEF évoque une panne dans la formation en Guadeloupe, la collectivité régionale lance une commission extraordinaire jeunesse. Dans la continuité de son plan d'action pour ce public, les membres ont à charge de recueillir et faire des propositions pour développer l'économie locale. Le reportage. Aujourd'hui, nous accompagnons sur une année, nous avons 1035 jeunes qui sont suivis par les conseillers du plan Action Jeunesse sur les 3 zones. Donc on couvre vraiment l'ensemble du territoire et nous impactons également les jeunes via les réseaux sociaux où chaque jour on peut se dire que ce sont plus de 4000 jeunes qui reçoivent des offres de formation, des offres d'emploi, des bons plans pour les jeunes et qui peuvent contacter directement les conseillers du PAGE pour tout accompagnement, tout suivi. Voilà, donc on ne travaille pas seul, on est en collaboration avec un ensemble de partenaires tels que le Pôle emploi, la mission locale, qui d'ailleurs était présent aujourd'hui, le CRIJ. L'idée c'est vraiment de multiplier finalement les acteurs qui sont sur le territoire, qui ont eux-mêmes des dispositifs et apporter l'information aux jeunes. J'ai pu bénéficier justement de différents dispositifs, de l'accompagnement du PAGE qui m'ont fait découvrir plusieurs dispositifs tels que leur collaboration avec le Pôle emploi et l'ASP. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'embaucher une assistante de gestion. Donc c'est dans le cadre du CIE si je ne me trompe pas. Et ils m'ont également fait découvrir un autre dispositif qui est très intéressant en collaboration avec la SIG et c'est ce qui m'a permis en tout cas d'écrire un local aujourd'hui. Qui sait que les jeunes qui pourront parler des problématiques de jeunes? C'est pour ça aujourd'hui qu'on a réuni justement ces jeunes qui sont d'horizons différents, qui ont des aspirations différentes. On les a réunis justement pour réfléchir sur des thématiques qu'ils vont eux-mêmes choisir et pour pouvoir réfléchir sur ces thématiques et produire des pistes de solutions pour pouvoir faire en sorte que la jeunesse puisse s'épanouir en Guadeloupe. En intégrant cette commission, j'ai surtout espoir de pouvoir accompagner la jeunesse, permettre de s'épanouir et de s'émanciper et surtout prendre place à la société guadeloupéenne que nous tenons à développer et donc pouvoir donner des idées, pouvoir activement participer au projet qu'aura cette commission est pour moi un atout vraiment favorable. Nous avions promis à la jeunesse de mettre cette commission en place, de manière à réfléchir, à faire des propositions pour développer effectivement de l'activité sur le territoire. Mais entre-temps quand même, depuis 2017, nous avons le plan Action Jeunesse qui fonctionne, avec beaucoup de jeunes de plusieurs quartiers et plusieurs communes de la Guadeloupe qui font un travail considérable, qui ont déjà rencontré, je dis vraiment, reçu plus de 2000 jeunes dans des bureaux, soit au Molorisé ou à Basse-Terre, et qui ont rencontré près de 10 000 jeunes sur le territoire, car j'ai voulu que ces jeunes aillent dans les quartiers, au fin fond de chaque commune, discuter avec les jeunes, leur faire comprendre qu'il n'y a pas que la rue, mais que la région est à leur côté pour pouvoir les permettre effectivement de construire leur avenir, de faire des formations, de passer le permis. Et c'est une très belle réussite aujourd'hui, vous le voyez dans l'hémicycle, les jeunes sont contents. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ira encore plus loin avec la commission extra-régionale de la jeunesse, où nous avons essayé de trouver un jeune dans chaque commune, pour nous faire des propositions d'actions à mener sur le territoire de la Guadeloupe pour les jeunes. Et nous ferons tout, je ferai tout pour pouvoir les accompagner. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, accompagner les jeunes pour les pousser à partir pour mieux revenir. Un reportage d'Olivier Félix. Et toujours plus connecté, le SDIS de Guadeloupe lance maintenant son site internet, une manière de valoriser ce métier qui n'est pas de tout repos, mais aussi de faciliter l'accès aux informations essentielles, le reste en images. C'est une dernière marche, une dernière case qu'on ajoute à tout notre panel de communication. On avait un site Instagram, un fil Facebook, et maintenant on a fait ce site. D'abord pour le public, que c'est un site de grand public, où ils pourront retrouver donc l'histoire,
nos métiers, notre effectif. Ils vont trouver des conseils pour mieux réagir devant des situations critiques, des brûlures, des noyades. Ils vont trouver comment nous rejoindre. On a besoin de volontaires et aussi de jeunes sapeurs-pompiers. Donc tout un panel de choses qui seront, disons, diffusées de manière plus large. Nous continuons bien sûr notre démarche de communication, d'être encore plus proche de la population. C'est vrai que le SDIS c'est quelque chose de générique, mais souvent on se rend compte que même pour connaître les 2 chiffres qu'on doit composer pour appeler les pompiers, parfois c'est une sinécure. Et bien aujourd'hui on cherche effectivement à réduire le temps de réponse bien sûr pour les secours, mais aussi pour les informations. C'est aussi une façon aussi de susciter des vocations. C'est pour ça que le site se veut être complet, répondre aux différentes demandes, ne serait-ce que pour un jeune sapeur-pompier, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ils iront directement sur le site. On veut s'engager, là encore, le site pourra répondre à toutes ces questions. Mais aussi, par exemple, une chose simple, nous avons aussi le quotidien, on peut subir un sinistre, eh bien, directement à partir du site, eh bien, le citoyen pourra avoir une réponse, une attestation de sinistre qui est si fondamentale dans la démarche auprès des assurances, par exemple. On a toujours besoin de 109. Nous sommes parfois une population vieillissante. En permanence, nous devons nous renouveler, donc il faut absolument intéresser. Et surtout, le but de ce site aussi, c'est de faire valoriser notre métier, notre importance dans la chaîne de secours. Et maintenant, on parle formation sur les fondamentaux du numérique. Et à cet effet, je reçois Maïté Torval-Nadessin, formatrice au centre ISP Informatique. Bonsoir. Bonsoir. Elle est en compagnie de Thierry Vélin, un ancien stagiaire. Bonsoir, monsieur Vélin. Bonsoir, monsieur. Alors, madame Torval-Nadessin, première question. Qu'est-ce qu'on entend par les fondamentaux du numérique? Est-ce que créer son site internet, par exemple, ça fait partie des fondamentaux? Eh bien, tout à fait. Maintenant, à l'heure actuelle, le numérique est partout. Donc, les fondamentaux du numérique, on entend tout ce qui touche à la bureautique, donc les logiciels, les fondamentaux, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi maintenant les nouvelles applications qui servent à faire des flyers, du contenu, Canva, donc, par Photoshop, exemple. les choses comme ça, exact. il faut être à niveau Alors, dessus. c'est-à-dire que c'est le même genre de logiciels qui ont le même but, les mêmes, où on attend les mêmes résultats, mais ce sont d'autres logiciels. Nous, en l'occurrence, on n'utilise pas Photoshop, mais ce sont des... Vous êtes sur lequel, par exemple? Par exemple, Canva. Canva, pratique d'utilisation. Très pratique. En tout cas, il faut savoir jouer avec l'image, le son. C'est ça, il faut savoir jouer avec, mais c'est ce qu'on vous apprend justement lors de cette formation. Alors, monsieur Vélin, comment ça s'est passé? Très bien. Agréablement surpris par rapport à la formation parce que moi, j'entendais que du numérique, mais ça n'a pas été le cas parce que, hormis le fait d'être dans le numérique, il y a le côté humain. On cherche déjà à dégrossir le côté humain, à savoir c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, c'est quoi les compétences, c'est quoi les qualités. Et ensuite, par rapport à ça, ils vont composer avec vous et votre projet pour vous amener à quelque chose de concret, de concis, quoi. Mais vous, pourquoi vous vous êtes orienté justement vers un centre de formation? Parce que déjà, j'ai vu... elles sont venues m'inviter à la maison par le biais de la télé de Canal 10. Donc, ça m'a accroché. J'ai appelé le lendemain parce qu'on parlait d'illettrisme. Maintenant, on parle d'électronisme. Les mots changent, la vie, elle change, les conditions changent. De par mon métier, de par ma vision de la vie, je me suis dit qu'il faut prendre le train en marche. En plus, on me promettait c'est payé, c'est pris en charge. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que généralement, nous, on connaît le monde de la formation, où on vous promet mots et merveilles. Mais là, j'ai été agréablement surpris et dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que moi, j'aime à dire que c'est plus qu'une formation. Parce que quand j'ai vu mes collègues et moi, dans l'état où nous étions, quand je dis dans l'état... Dans l'état. Dans l'état. Comment nous étions... C'était catastrophique? Pas catastrophique, mais on avait une vision du monde extérieur en tant que demandeur d'emploi ou en tant que créateur de projets, parce qu'on avait des réticences par rapport au numérique. Parce que tout se fait sur le numérique. Moi, j'ai un certain âge, années 70-80, si on ne prend pas le truc en cours, tout est dématérialisé maintenant. Donc, elles nous ont appris à nous reconnecter déjà à nous connaître, et ensuite à créer le projet par rapport à nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos compétences. Et ça passe par des méthodes, déjà pour avoir la confiance en soi pour aller derrière l'ordinateur, créer des documents, faire un mail avec un corps de mail, savoir s'exprimer, se vendre, avoir la parole propre, concise, et des méthodes, quoi. Et
on change. La preuve, je suis ici en train de parler à une heure d'écoute sur une télé. Ça, c'est des choses que je n'aurais pas là, fait. Vous êtes de l'autre côté. Je suis de l'autre côté, voilà. Là, maintenant, je suis chez les gens. Et donc, je profite pour dire coucou à ma petite famille, Tidiana et Sullivan. Yes, I. Super. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'avoue qu'il est assez direct, c'est excellent. Alors, ce n'est pas effectivement qu'une mise à niveau informatique. Dans ce cas-là, c'est aussi se placer un peu dans son époque. C'est vrai, en fait, c'est vraiment une remise en contexte. On leur fait vivre un maximum d'expériences professionnelles aussi, de situations où ils vont apprendre, hein, et des situations aussi qui vont les faire sortir de leur zone de confort. Il en a très bien parlé, j'ai même envie de lui laisser terminer l'interview. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus de l'apport technique, informatique, bureautique, il y a aussi un aspect humain important. On a fait le choix de prendre un petit groupe, 8 personnes, pour pouvoir bien les encadrer au mieux et faire quelque chose de qualité. Donc c'est par petits groupes. C'est ça, donc on a 8 places. En ce moment, on fait passer des entretiens de sélection. Quel profil vous retenez concrètement? Alors, c'est une formation gratuite et rémunérée pour les demandeurs d'emploi. D'accord. Donc, c'est une formation à destination des demandeurs d'emploi et des personnes qui sont éloignées du numérique. Hein, donc, comme il l'a bien décrit, qui ont des appréhensions en fait à se servir d'un ordinateur, à envoyer un mail, qui ne savent pas trop comment faire. Tu étais quand même déjà sur téléphone, tu étais déjà quand même sur smartphone. Difficilement. Les histoires de WhatsApp. Moi, j'avais le petit téléphone avec les touches. Ah, ok. Oui, mais après, je suis passé... le basique. Ouais, mais moi, je suis dans les fondamentaux. Moi, j'ai vu le concret, le réel. Je ne suis pas dans le virtuel. Moi, je dois palper les choses. Et là, qu'on me dit que tout est dématérialisé. Maintenant, pour faire une démarche, avant, se déplacer, on se réveillait tôt, on allait, on faisait la queue et tout. Maintenant, c'est « Madame, donnez-moi votre mail. Monsieur, votre mail. » 4 clics. C'est fini, on reste chez soi, on scanne, on envoie les documents et c'est fait. Donc, maintenant, je ne vais pas dire que je suis... au top du top, mais avec la pratique, je m'en sors et j'ai moins de réticence à aller m'asseoir derrière l'ordinateur pour faire mes papiers. Au bout de combien de temps on arrive à ce résultat? Au bout de 4 mois. C'est une formation qui dure 4 mois. Elle est assez intensive, hein, parce qu'on a formation 4 jours par semaine quand même, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. On leur laisse le mercredi quand même, c'est plus évident pour gérer les enfants, la vie de famille, hein, parce que tout le monde avait une vie de famille, les stagiaires de l'an dernier. Et voilà, donc 4 mois et notre nouvelle session, elle commence le 2 octobre et elle se termine le 19 janvier. Est-ce qu'il reste encore des places? Oui, il en reste. Alors, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous directement. Donc, vous pouvez envoyer des mails aussi à formation, au singulier, @isp-du6 informatique.fr. Voilà. N'importe quel âge, vous prenez à n'importe quel âge? Pas de, à partir du moment... Donc, les seniors, parce que bon... Ah oui, les seniors aussi. Jeune. Mais ce n'était même pas le doyen. Non, il y avait une doyenne elle avait quel âge? La quarantaine, fin 40? Ouais. Non, mais moi, j'ai déjà 45, donc... Ah ben, tu étais presque le doyen. Ah, mais je parle de seniors de nos papis, mamies. Ah non, carrément. Ah oui. Il y en a qui sont intéressés, donc oui, bien sûr, pour peu qu'ils soient inscrits en tant que demandeurs d'emploi. En fait, c'est ça qui est on sait que les reconversions professionnelles, pour eux, c'est très compliqué. C'est ça. Après 60 ans, ça peut être C'est un peu compliqué. délicat s'ils sont à la retraite, malheureusement. Il faudrait qu'ils se réinscrivent à Pôle emploi. Et ça, je ne sais pas si c'est possible dans le cas de tout le monde. Mais c'est un critère qui nous est demandé justement par la région de Guadeloupe qui nous soutient, qui fait que cette formation est gratuite et rémunérée. Donc, il reste encore quelques places pour la prochaine session. Il suffit de prendre attache de votre côté. Par contre, il y a une petite audition avant d'être accepté. Et pour que tout se passe bien, comment on s'en prépare? Alors, c'est pas vraiment un examen, hein. C'est un test de positionnement qui nous donne des informations sur les personnes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont l'habitude, à quelle fréquence ils se servent du numérique, donc d'une tablette, d'un ordinateur, d'un smartphone. Donc, c'est ce qui nous intéresse et ça nous permet de mieux répondre aussi à leurs besoins pendant la formation. Donc, on leur pose des questions essentiellement sur leur comportement vis-à-vis du numérique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Vélin, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un petit bémol par rapport à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans nos formations. Je me suis retrouvé le seul homme à participer à la formation. Et moi, je trouve ça dommage par rapport à... Parce que je sais... Il y a une petite réticence du côté des hommes, c'est dur d'admettre qu'on n'est pas au top. Oui. Mais ça, la réticence, il faut balayer ça parce qu'on sera obligé, sinon on va droit dans le mur. Mais on les attend, les hommes. Hein. Mais je suis là, moi.
Merci beaucoup. En tout cas, je le rappelle, Maïté Torval-Nadessin, donc formatrice au Centre ISP Informatique, et Monsieur Thierry Vella, ancien stagiaire, d'être venu sur ce plateau ce soir nous parler des formations sur les fondamentaux du numérique. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et maintenant, retour sur cet hommage à Joseph Titeka Beauport, entrepreneur guadeloupéen de renom. Sa famille, ses amis et ses proches étaient rassemblés à Sainte-Rose pour évoquer ce grand homme et sa vie. Une occasion pour nous de recueillir quelques anecdotes. Regardez. Papa était un amoureux de la Guadeloupe, au sens large du terme. Et c'est vrai que c'était un homme de conviction, de courage et d'engagement. Et c'est vrai qu'il a été au bout de tout ce qu'il a entrepris, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le domaine de l'entreprise, effectivement, où il a été à l'origine du groupe familial que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. C'était un ami, vraiment un ami frère. Jojo, c'était un de nos mentors à Abimao. C'était la personne à qui on voulait ressembler. Nous, les jeunes de cette génération, depuis sa jeunesse jusqu'à la fin, c'était un homme d'engagement qui s'est beaucoup investi dans les associations et puis dans tout ce qu'il avait entrepris. Et il a réussi d'ailleurs. La preuve à travers ses enfants, son œuvre sera perpétuée jusqu'à la fin. Joseph Titeka Beauport, en dehors de l'amitié qu'on pouvait avoir avant d'être rotarien, était également rotarien comme moi-même. Et donc nous n'avons que renforcé nos liens d'amitié en devenant rotariens et en agissant ensemble, parce que c'était son but, son vœu le plus sincère, c'était d'agir le plus possible, autant que possible, pour aider les autres. Et il avait des liens forts avec des rotariens à Haïti et aussi avec l'évêché à Haïti. Et il s'est démené chaque fois que c'était nécessaire pour fournir à Haïti tout le matériel dont il pouvait avoir besoin. J'ai connu Joseph à une époque de ma vie où j'ai été directeur général de l'association des moyennes et petites entreprises de la Guadeloupe. Donc il était adhérent à cette association et de tous les adhérents, c'était le plus incisif, le plus créateur, le plus ardent. Il avait des idées surtout et je garde de lui un souvenir extraordinaire. C'était un homme tellement généreux, que je dis généreux, c'est que un homme simple, qui aurait pu être bien au-dessus de tout ça et qui en fait savait transmettre, donner, et c'est ce qu'on attend d'un être humain. Et puis il suffit de voir l'Assemblée d'aujourd'hui et de voir comment c'était un rassembleur. Et moi à ses côtés, on était tous des petits garçons et voilà, et on a pris tout ce qu'on a pu prendre parce qu'il nous a appris énormément et vraiment un être exceptionnel. Un reportage de Solène Fèvre. Petit focus maintenant sur le Barbie Botox, une intervention de chirurgie esthétique qui circule pas mal en ce moment sur les réseaux. Cette dernière consiste à injecter de la toxine botulique dans les trapèzes et affiner le cou des patients. Pour le docteur Richard Riari, paralyser ce muscle est une mauvaise idée. C'est sans compter une faible longévité du procédé qui dure 4 mois et que l'injection est tout simplement illégale en France. Le reportage. Le Barbie Botox, alors en fait, c'est une technique qui existe déjà depuis un petit moment. C'est le fait de traiter la région cervicale, le muscle trapèze, par du Botox. Le Botox, c'est une molécule qui va donc mettre les muscles au repos. Tout ça pour affiner le cou, donner un allongement du cou et moins de volume aux épaules pour avoir une meilleure tenue de tête, ce qui est mis en avant dans le film pour ce qui est un peu la posture des mannequins qui défilent. Ce muscle, il est très utile. Il a plein de fonctions et le paralyser, ça ne me paraît pas cohérent. En tout cas, à quelqu'un qui a une contracture constante d'un muscle, on va pouvoir le soulager comme ça. Mais c'est de la médecine, c'est au cas par cas et c'est très peu pratiqué pour monsieur tout le monde. Et là, se me dire qu'on va injecter de la toxine botulique à des femmes, parce que c'est principalement des demandes de femmes, qui vont venir juste oui, mon cou n'est pas assez long, je voudrais injecter, sachant que ça dure maximum 3-4 mois, ça paraît pas raisonnable de faire ça. Le médicament Botox n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour cette indication-là. On ne peut pas l'utiliser à visée esthétique au niveau du trapèze. Il y a d'autres indications qu'on utilise régulièrement, mais en tout cas pas celle-là.
aux États-Unis, c'est également interdit. Donc tout ce qu'on voit sur Internet, ce sont des pratiques illégales de la médecine. Et il faut bien faire attention. À cause ou grâce aux médias, mais surtout les réseaux sociaux qui permettent un plus grand accès à l'information, on peut se faire une idée fausse de ce qu'est la chirurgie esthétique. Par exemple, on peut se dire, moi je veux des fesses comme ça et je vais choisir le modèle que je veux. Et en réalité, on ne peut pas choisir. On est ce qu'on est physiquement. On a aussi des personnes qui vont nous dire, alors qu'ils sont en surpoids, oui, je viens parce que mon ventre est trop gros, je voudrais un ventre plat. Alors ça, c'est une bonne demande puisqu'on sait clairement ce que la personne attend. Sauf que ça, c'est pas possible. Quand on est en surpoids, on ne peut pas avoir un ventre plat. Même avec la liposuction, même avec la plastie abdominale. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du ventre, il y a des organes et autour des organes, il y a de la graisse. Et cette graisse, qu'on appelle la graisse viscérale, elle ne peut pas être enlevée. Donc c'est ça qui est... On peut retenir qu'on ne vient pas commander une opération, on vient vérifier si l'opération qu'on a imaginée pour soi, elle est faisable dans son cas particulier. Des fois, non. Et des fois, on refuse l'intervention pour ça. Attention à l'effet Internet, l'effet Hollywood. Tout ce qu'on voit n'est pas réalisable. Et encore une fois, la médecine esthétique, quand vous parlez de bien-être, l'objectif, c'est le bien-être. C'est pas l'esthétique à n'importe quel prix et surtout pas au prix de la santé. Et on part maintenant pour la rentrée de l'association Lienage Boccantage aux Abîmes. Et les adhérents auront à cœur cette année de laisser libre cours à leur inspiration tant en peinture, en dessin, en sculpture qu'en poterie. Le reportage. Les ateliers sont la sculpture sur bois, le dessin, la peinture et la poterie modelage. Aujourd'hui, alors, c'est la rentrée des ateliers. C'est aussi des ateliers, en fait, des démonstrations où les gens peuvent essayer, peuvent s'inscrire. C'est le moment où ils vont découvrir, en fait. Tous les gens peuvent venir et découvrir les ateliers que nous avons. Et à la suite de ça, les gens s'inscrivent pour l'année ou ponctuellement. Et voilà quoi. Alors, c'est une association de médiation culturelle, c'est-à-dire c'est des rencontres. Il y a des artistes tout au long. Nous avons vu tout à l'heure, il y a Véronique Strauss, et puis il y en a d'autres, plein d'autres tout au long de l'année. Nous avons des gens qui viennent pour nous montrer d'autres techniques. Alors, on a vu aussi la sculpture. On apprend à sculpter, à dessiner, à peindre. Et voilà quoi. Les gens peuvent venir et découvrir tout ça. Le mercredi, effectivement, il y a l'atelier pour les enfants. Et alors, ces enfants-là peuvent toucher un petit peu à tous les ateliers, parce que c'est la découverte pour les enfants, le mercredi de 14h à 16h. Et c'est en simultané les ateliers. Alors, c'est pour tout âge, hein. Alors, de 5 ans et plus, intergénérationnel. 10 personnes par atelier, c'est vraiment le maximum, parce qu'on ne peut pas quand même avoir trop de personnes en même temps. 10 personnes, c'est voilà, le maximum. Mais sinon, on est à Carac aux Abîmes. Et quoi dire, venez participer et puis voilà quoi, découvrir tout ça. Et notez que le West Indies Studio History fait appel à votre générosité pour le financement de la série Wish. Ils ont effectivement déjà produit 2 épisodes qui avaient été présentés un peu en privé. Justement au Cinestar des Abîmes. Ils font maintenant donc appel à vous puisqu'ils doivent encore tourner 8 épisodes et le budget n'est pas là. Donc si vous pouvez faire un geste, allez-y. Et une petite info internationale avant de se quitter. Notez bien que le Congrès mexicain a présenté hier 2 corps qui ne sont pas humains et ne font pas partie de notre évolution terrestre. Un scoop non, puisque ces 2 entités avaient déjà été présentées par l'anthropologue Jaime Maussan Flota en 2017 après les avoir découverts au Pérou. Il affirme alors à l'époque que l'ADN des spécimens est inconnu et qu'il serait d'origine extraterrestre. Une théorie démontée par 2 anthropologues, dont Jennifer Raff, qui pour leur part évoquait une fraude en précisant qu'il s'agissait en réalité d'une figurine rituelle péruvienne.
Une étude visiblement erronée puisque des analyses scientifiques démontrent aujourd'hui que les corps n'ont pas été fabriqués, que leurs dimensions ne correspondent pas aux artefacts péruviens. De plus, ces probables aliens qui datent d'au moins 1000 ans ne sont pas momifiés. Leur conservation est due à un processus inconnu avec des produits mortels pour l'homme. C'est sans compter la présence d'un fœtus à l'intérieur d'un d'entre eux qui n'est pas d'origine humaine. Et, franchement, une grosse découverte. Et notez également donc que la NASA fera une conférence de presse donc ce jeudi pour également révéler au monde des informations sur des phénomènes inexpliqués dont les objets volants non identifiés. Franchement, ça fait quelques mois qu'on a ce genre d'infos qui sont en train de sortir à l'international. Ça fait beaucoup de débats et avec raison. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info, le focus. J'aurais kiffé faire un focus avec un ufologue de Guadeloupe. On va essayer d'en trouver un pour parler effectivement de ces révélations qui ont été faites donc au Congrès mexicain hier. J'étais déjà en débat, je suis déjà en débat avec des personnes, que ce soit sur Instagram ou bien sur Twitter, qui m'avancent justement la théorie qui avait été sortie en 2017, comme quoi il s'agissait d'artefacts péruviens, puisque les Péruviens visiblement faisaient des petites statuettes. Mais ça ne correspond pas, puisque les statuettes péruviennes mesurent à peu près 25 cm, alors que les corps qui ont été découverts en mesurent 60 en moyenne, donc ils sont beaucoup plus grands. Et en fait, il y a beaucoup de détails qui ne correspondent pas effectivement avec la culture péruvienne. Donc, je vous conseille de regarder cette conférence. Bon, ça dure longtemps. Enfin, c'est un petit peu long. Ça dure un peu plus de 3 heures. Mais si vous voulez, bon, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Et cette partie, sur les 30-40 dernières minutes, vous pouvez voir les explications scientifiques relatives à cette découverte. En tout cas, c'est assez intéressant. Là, on est en train de s'amuser sur les réseaux. On verra, on aura les conclusions de tout ça. Comme je dis, c'est le temps qui dit. En tout cas, je dis bonsoir à Géna Gior, bonsoir à Tina Tanjo, à Perle de Karukira, à Moïse Caramel, à Jimmy Aliar, bonsoir à Rafaela Mouniman, bonsoir à qui d'autre, à Lina Wild, bonsoir au général Franck Abar. Et d'ailleurs, on souhaite un joyeux anniversaire à sa fille qui célèbre aujourd'hui. Et bonsoir à... Vous vous moquez. Ce sera tout pour ce soir. On se retrouve après la pub.